Tout commence en 1908, quand le marquis Melchior de Polignac, directeur depuis 1907 de la Maison des vins de Champagne-Pommery et patron de l'association viticole champenoise, propose aux producteurs de champagne d'organiser un meeting aérien à Reims. Le docteur Langlais, maire de Reims, les soutient dans ce projet. Les membres de l'Aéroclub de France rejoignent le projet en janvier 1909. Il est décidé que le meeting aura lieu durant l'été 1909. Il sera nommé Première Grande Semaine d'Aviation de la Champagne. Les inscriptions pour participer à la Grande Semaine d'Aviation de la Champagne commencent en hiver 1909 par l'envoi par l'Aéroclub de France d'invitations aux principaux aéroclubs du monde. À l'époque, il est attendu d'avoir un grand nombre de dirigeables, machines volantes la plus répandue, et peu d'aéroplanes, peu courants à l'époque. Mais la volonté de Melchior de Polignac est qu'il y ait beaucoup d'aéroplanes. En effet, ces machines fascinent le public. Un grand nombre de concurrents est vite enregistré, ce qui va obliger les organisateurs à voir les choses en grand. Si bien que l'installation du site commence dès le mois de mars. Le site choisi se situe sur la commune de Bétheny, à quelques kilomètres au nord de Reims. 6 épreuves sont prévues. L'épreuve de vitesse sur grande distance, vitesse sur courte distance, vitesse sur un tour de piste et une épreuve d'altitude. Il y a également une épreuve de vitesse pour appareil transportant plusieurs personnes, c'est-à-dire un pilote et un passager. Enfin, il y a une épreuve de précision d'atterrissage pour ballon libre et une épreuve de vitesse pour dirigeable. Mais surtout, une épreuve plus prestigieuse est programmée, la première coupe Gordon Bennett pour aéroplane. Cette course existait déjà pour d'autres disciplines comme l'automobile. L'objectif de cette course de vitesse est de récompenser le pilote le plus rapide sur 2 tours de piste, ce qui correspond à 10 km, et ce, à réaliser d'une seule traite. Cette épreuve serait déclinée en 2 parties, les éliminatoires, et la coupe serait disputée le dimanche 29 août, c'est-à-dire le dernier jour de la grande semaine d'aviation de la Champagne. Le vainqueur de la coupe Gordon Bennett se verra décerner une coupe valant environ 12 500 francs, plus une somme de 2000 francs. Une vraie fortune pour l'époque. Il faut savoir que l'ensemble du meeting est financé par les producteurs de champagne, y compris les récompenses. Dès le mois de janvier 1909, des meetings aériens sont annoncés en France, notamment le Grand Prix d'aviation de Port d'Aviation à Savigny-sur-Orge, en région Île-de-France, et évidemment la Grande Semaine d'Aviation de la Champagne à Reims. Mais le meeting de Reims reste le plus ambitieux, particulièrement vu la somme du prix offert. En effet, il y a 200 000 francs de prix, somme colossale pour l'époque. Tout est prévu pour qu'un maximum de spectateurs viennent assister au meeting. Les organisateurs vont même jusqu'à faire fabriquer une gare au nord de Reims pour l'occasion. Cette voie ferrée a pour objectif de rendre le terrain de Bétheny facile d'accès depuis Paris, la Belgique, les Pays-Bas, la Suisse ou encore l'Allemagne. En avril, les organisateurs remarquent que beaucoup des concurrents inscrits sont inexpérimentés. C'est pourquoi une grande partie d'entre eux ne sont pas admis au meeting, si bien qu'en juin 1909, il n'y a plus que 52 concurrents sur la centaine prévue. Mais ce nombre est encore réduit, car certains sont obligés d'abandonner, car leurs aéroplanes ne sont pas au point ou cassent pendant des essais. Si bien qu'il n'y a plus que 38 participants. Une nouvelle règle est donc mise en place, ce n'est plus un pilote que l'on présente aux épreuves, mais un aéroplane. Si bien que 25 pilotes participeront au meeting, de 7 nationalités différentes, ce qui représente une quarantaine de machines. Parmi eux, il y a des pilotes célèbres, ou qui deviendront célèbres, par leurs exploits, comme Henry Farman, Glenn Curtis, Hubert Latham, ou encore Louis Blériot, qui vient de réaliser la première traversée de la Manche en aéroplane. Il y a également présence des frères Wright, qui ont réussi le premier vol contrôlé pour un aéroplane. Le 22 août, 41 aéroplanes sont présents à Bétheny. C'est le premier jour de compétition. Le programme de la journée sont les éliminatoires de la Coupe Gordon Bennett et divers autres prix. Mais la mauvaise météo est présente. En effet, il y a des vents violents et il pleut, ce qui ne facilite pas l'envol des appareils. Pour autant, un pilote, Eugène Lefebvre, parviendra à réaliser un tour de piste. Plus tard dans la journée, bénéficiant d'un temps meilleur, un premier exploit est réalisé. En effet, 7 aéroplanes voleront en même temps dans le ciel de Bétheny. Les journaux iront jusqu'à dire « le ciel était noir d'aéroplanes ». Cette grande semaine de l'aviation de Champagne est un succès incontesté.
Les aéroplanes ont réalisé des exploits en battant plusieurs records, notamment le record de vitesse qui sera battu à 2 reprises et détenu par Louis Blériot. Le record de distance, lui, est battu à 3 reprises et c'est Henry Farman qui le détient. En effet, il a parcouru une distance de 180 km. Henry Farman devient l'un des héros de la grande semaine d'aviation de la Champagne. Cet homme passera à la postérité grâce à ses exploits et à ses inventions. Au total, il y a eu 123 vols en comptant les aéroplanes et les aéronats, ce qui fait un total de 2462 km qui ont été parcourus. De plus, les aviateurs français ont brillé avec leurs machines et leurs moteurs. Seul un étranger, l'américain Glenn Curtis, remportera 2 épreuves de vitesse, dont la Coupe Gordon Bennett. Devant le succès de la première édition de la Grande Semaine d'aviation de la Champagne, une seconde édition est prévue. Elle se déroulera du 3 au 10 juillet 1910. Un très grand nombre de concurrents sont attendus. En effet, 60 pilotes sont inscrits, ce qui correspond à 75 aéroplanes. L'une des grandes nouveautés au niveau aéronautique est la présence d'un plus grand nombre d'appareils monoplans avec des moteurs puissants de manière à faire des avions très rapides. Les épreuves commencent donc le 3 juillet 1910, mais cette première journée est marquée par un drame. En effet, l'aviateur Charles Vacher se tue dans l'écrasement de son monoplan. Il faut savoir que durant la première édition, il n'y avait eu aucun accident mortel. Cette édition ressemble fortement à la première, les épreuves disputées sont les mêmes. La seule vraie nouveauté va être la Coupe des Dames, où 3 concurrentes sont inscrites. Cette coupe sera d'ailleurs remportée par Madame de la Roche. Durant cette seconde édition, de nombreux records sont battus, notamment celui de vitesse et d'altitude, où Hubert Latham se fera encore remarquer. Début novembre 1910, la décision est prise de construire un aérodrome militaire à Reims, au sud-ouest de Bétheny. Ce terrain militaire n'a pas vocation à prendre la place du terrain d'aviation utilisé pour les grandes semaines d'aviation de la Champagne. On avait remarqué, en septembre 1910, pendant les grandes manœuvres militaires en Picardie, que les aéroplanes étaient des machines non adaptées à un usage militaire. Sauf pour un cas. L'aéroplane pourrait servir d'appareil d'observation pour l'artillerie. C'est la seule utilité qu'on lui trouvera en 1910. C'est pourquoi le général Roch, responsable de l'aviation militaire, et le colonel Ischauer, responsable des services techniques de l'armée en aéronautique, décident d'organiser le grand concours d'aviation militaire de Reims. Ce concours a pour objectif de sélectionner les meilleurs aéroplanes à vocation militaire. Il se déroulera en octobre 1911 et aura lieu sur le nouveau terrain d'aviation de Reims. L'armée désirant des machines performantes dresse un cahier des charges publié en octobre 1910. Un très grand nombre d'industriels s'engagent au vu des sommes importantes promises aux vainqueurs. Pour autant, le cahier des charges est très strict. Les appareils doivent être entièrement fabriqués en France, y compris le moteur. Ils doivent pouvoir parcourir une distance de 300 km avec 300 kg de charge, et ce sans escale possible, et à une vitesse imposée d'au minimum 60 km/h. Mais ce ne sont pas les seules contraintes. Il doit avoir 3 sièges dans l'avion, 3 personnes doivent pouvoir voler en même temps, et l'appareil doit être capable de décoller d'un champ labouré. Il doit pouvoir se démonter facilement, et un seul mécanicien doit pouvoir démarrer le moteur seul. Ce cahier des charges très sélectif va repousser les limites des connaissances en aéronautique. Si un avion parvient à respecter tous ces critères, il n'aura rien à voir avec les avions des grands meetings de la Champagne de 1909 et 1910. C'est au total 42 industriels inscrits au concours au 1er janvier 1911, soit pour un total de 71 machines présentes au concours. Suite aux premières épreuves de sélection, seules 10 machines sont sélectionnées pour disputer la finale. La finale est une course de Reims à Amiens, soit 300 km. Sur les 10 appareils, seuls 8 terminent l'épreuve. La finale est remportée par le pilote américain Charles Weyman sur le monoplan Newport 4. Cela permet à Newport de remporter 780 000 francs de prime et l'armée commande 10 Newport 4. Breguet, second, reçoit 345 000 francs et reçoit commande de 6 biplaces G3. De Perduzin, troisième, reçoit 218 000 francs de prime et reçoit commande de 4 appareils. L'état-major et les dirigeants français regrettent ce concours. Plusieurs pilotes sont morts pendant les essais et durant le concours. Seules 8 machines sur les 71 respectent le cahier des charges.
Suite à ce concours, le général Pierre-Auguste Roch tombera en disgrâce. Foch dira alors des avions: les aéroplanes sont bons pour le sport, ils ne valent rien pour la guerre. Malgré cette phrase restée célèbre, le nom de Foch sera donné à un porte-avions français. Triste sort pour celui qui ne donnait aucun avenir à l'aviation militaire. Malgré cela, l'aviation militaire sera inaugurée le 29 mars 1912. Ce fut la première force aérienne du monde. En 1912, et ce depuis 1909, la Coupe Pommery est organisée. Cette coupe prend donc la suite des grandes semaines d'aviation de la Champagne. Toutefois, cette compétition ne marquera pas l'histoire comme les grandes semaines d'aviation de la Champagne de 1909 et 1910. Il faut savoir qu'il n'y avait pas eu de compétition civile en 1911, car le grand concours militaire était déjà organisé. Le marquis de Polignac est encore à l'origine de cette compétition. Cette course consiste à effectuer le plus long vol possible et elle est organisée 2 fois par an. La Coupe Pommery de 1913 verra de nombreux records de distance battus, avec plusieurs vols supérieurs à 1000 km, réel exploit pour l'époque. Le 10 juin, Marcel Brandjonc remporte la Coupe Pommery, car il a accompli un vol entre Paris et Varsovie de 1450 km. Le marquis de Polignac annonce qu'il y aura encore 3 éditions de la Coupe Pommery, mais malheureusement l'année 1914 est marquée par le début de la Première Guerre mondiale. Mais l'année 1913 est marquée par le grand retour de la Coupe Gordon Bennett. Cette course de vitesse est remportée par le Rémois Maurice Prévost. En effet, il effectue un vol avec une vitesse moyenne de 200 km/h avec son monoplan de Perduzin. Cette vitesse est un réel exploit pour l'époque. En effet, les avions dépassaient rarement des vitesses supérieures à 100 km/h. Les meetings de la Champagne et le concours militaire ont su repousser les connaissances de l'aéronautique. On peut donc dire que les premiers grands meetings internationaux ont eu lieu à Reims, et on peut constater que Reims est un des berceaux de l'aviation, tout comme la ville de Pau où fut construite la première école d'aviation par les frères Wright. À la fin de l'année 1913, l'armée continue l'implantation de son aérodrome militaire à Reims. La société de Perduzin, propriétaire de l'aérodrome de la Champagne où se déroulent les grands meetings, est mise en liquidation judiciaire. L'armée récupère donc le terrain pour agrandir son aérodrome militaire. Le 2 août 1914, l'ordre de mobilisation générale est donné. Cela met un terme au développement de l'aviation militaire à Reims. Un mois après le début du conflit, les 2 aérodromes sont abandonnés par l'armée française. En effet, l'armée allemande est aux portes de Reims. Une fois la ville prise par les Allemands, l'armée décide d'inspecter l'ancien terrain d'aviation. Ils ne trouveront que des moteurs et des avions mis hors d'usage par les militaires français au moment de leur fuite. Mais c'est sans compter l'arrivée du commandant du parc d'aviation d'étape de la 10e armée allemande. L'officier, ayant appris la prise de Reims et connaissant l'importance de Reims en matière d'aviation militaire, a accouru pour chercher du matériel aéronautique de valeur. Avec persévérance, il finit par trouver les anciens hangars de la société de Perduzin. En y entrant, il constate la présence de 9 biplans et de 20 monoplans. De plus, les machines semblent prêtes à voler. Il y a également entre 30 et 40 moteurs Gnome. Cela correspond à la majeure partie du parc d'aviation de Reims. Mais une semaine plus tard, le 12 septembre, Reims est repris par l'armée française durant la bataille de la Marne. Par la suite, les combats auront lieu au nord de Reims et particulièrement sur la plaine de Betny où des réseaux de tranchées seront construits. Durant tout le conflit, les aérodromes militaires changent d'emplacement au gré des combats. L'aviation militaire n'est donc plus stationnée à Reims. Notons toutefois que le premier combat aérien de l'histoire de l'aéronautique a eu lieu dans la région de Reims, au-dessus du village de Jonchery-sur-Vesle, à seulement 16 km à vol d'oiseau du futur site de la BA 112. Ce jour-là, le général Franchet d'Espéret assiste au combat. C'est également lui qui fera de Georges Guimer officier de la Légion d'honneur sur le terrain de Courville-la-Bonne-Maison, terrain qui se trouve à seulement 25 km du futur site de la BA 112. La région de Reims, de par sa situation géographique, sa proximité avec le front, est une région où de terribles combats ont eu lieu. On peut constater que les débuts de l'aéronautique militaire ont eu lieu à Reims de par le premier terrain d'aviation de 1911 et les premiers grands événements aéronautiques comme le premier combat aérien.
En 1923, l'État prend la décision d'agrandir et de remettre en état l'aérodrome militaire de Reims. La décision est prise de construire l'aérodrome sur l'ancien site de l'aérodrome de Champagne. En effet, l'ancien aérodrome militaire n'est plus adapté aux nouvelles machines qui ont beaucoup évolué en 9 ans. L'aérodrome sera donc installé sur la route qui va de Reims à Vervins. Mais la construction de la base prend du retard, en effet le projet coûtant très cher. En 1926, le maire de Reims, Paul Marchandeau, écrit à l'ensemble des parlementaires de la Marne. Il lira cette lettre au conseil municipal de Reims. Depuis longtemps déjà, la promesse a été faite de caserner à Reims un régiment d'aviation, mais la réalité de cette promesse est constamment différée. Je viens vous demander de vouloir bien intervenir auprès de monsieur le ministre de la Guerre pour que le régiment d'aviation longtemps promis et toutes les autres troupes pouvant être casernées dans notre région soient affectées à Reims. Paul Marchandeau favorisera du mieux qu'il peut l'arrivée des militaires à Reims. Le 19 décembre 1927, le plan de l'aérodrome sont approuvés par décision ministérielle. Le 6e corps d'armée du génie de la ville de Châlons-sur-Marne, actuellement Châlons en Champagne, doit réaliser les travaux pour aménager l'aérodrome. Ils vont installer les installations techniques et les casernements que l'on appellera le quartier Roissin, en l'honneur d'Alphonse Roisin, officier qui, avant la Première Guerre mondiale, avait eu pour mission de créer une école de pilotage à Courcy, l'une des communes sur lesquelles se trouve l'aérodrome. C'est le 12e régiment d'aviation de bombardement de jour qui est désigné pour rejoindre l'aérodrome marnais. Il est alors basé à Leikensperrdorf en Allemagne. Ce régiment est composé de 2 groupes formés de 7 escadrilles. Chaque escadrille est composée de 12 avions Breguet 19. De plus, le régiment est doté d'une section d'entraînement composée de Breguet 14 et de Caudron 59. Le 1er octobre 1928, les premiers avions militaires survolent Reims, 2 des 50 Breguet 19, quittent le groupe et larguent tous deux un bouquet de fleurs chacun. Le premier bouquet tombera à 2 pas de la cathédrale Notre-Dame de Reims, qui avait été détruite durant les bombardements le 19 septembre 1914. Le second bouquet est largué par le capitaine Collin à la verticale de l'hôtel de ville. C'est lui-même qui se posera le premier sur le terrain de Courcy. Ensuite se posera 6 autres avions, dont celui du colonel Guillaumet, commandant du 12e régiment d'aviation. Des photographes viennent immortaliser l'instant. La deuxième partie des avions arrive le 23 octobre. À cette occasion, le lieutenant Dilly salue l'hôtel de ville et survole le monument aux morts de la ville. Il largue des gerbes de fleurs, sur lesquelles, avec le ruban tricolore, il y a inscrit « Les officiers, sous-officiers du 12e RAB, à leurs camarades rémois, morts au champ d'honneur ». Mais tout n'est pas gloire à Reims. En effet, la base connaît le premier décès de l'un de ses hommes, le 2 avril 1929. En effet, le sergent Lucien Jacquemin ne parvient pas à sauter en parachute de son Breguet 19, contrairement au pilote. Ses obsèques ont lieu le 5 avril. La base militaire, elle, se prépare à la fête du 12e RAB, qui est prévue pour le 30 juin. Mais cette manifestation n'aura finalement pas lieu. En effet, 2 jours avant, un Breguet 19 s'écrase pendant un entraînement au ravitaillement en vol. Les 2 militaires présents à bord meurent. Il s'agit de l'adjudant Georges Vogue et du sergent Émile Abadi. Leurs obsèques auront lieu le 2 juillet. Le 20 novembre de cette même année est marqué par l'arrivée de Dieudonné Coste et de Maurice de Bellonte. Ces 2 aviateurs sont très connus pour l'exploit aéronautique qu'ils ont accompli cette même année. Ils ont été les premiers à traverser l'Atlantique en avion d'est en ouest. Cette traversée étant plus difficile dans ce sens que d'ouest en est, comme l'avait fait Charles Lindbergh en mai 1927. Par la suite, la base continuera son développement avec notamment l'arrivée, en 1933, d'une section d'autogire du centre d'expérience aérienne militaire. La même année, la 4e escadre de chasse arrive à Reims. C'est la première des escadres de chasse à arriver. Au fur et à mesure des années, la base de Reims grossit. Elle deviendra une base vitrine pour l'armée de l'air, nouvelle composante de l'armée française. En effet, l'armée de l'air a été inaugurée le 2 juillet 1934. En 1939, la base de Reims devient la base la plus importante en matière de trafic aérien. Près de 300 appareils y sont stationnés, principalement des bombardiers Bloch MB 270 et des chasseurs Curtiss H-75. Le 3 septembre 1939,
la guerre est déclarée entre la France et l'Allemagne. La mobilisation générale commence alors en France le 4 septembre. C'est le début de la drôle de guerre. Nous avons toujours désiré, et nous désirons toujours, qu'une collaboration sincère et une entente loyale puissent être établies entre les peuples. Mais nous sommes résolus à ne pas nous soumettre au diktat de la violence. Nous avons pris les armes contre l'agression, nous ne les reposerons que lorsque nous aurons des garanties certaines de sécurité, d'une sécurité qui ne soit pas mise en question tous les 6 mois. Ce que pensent nos soldats, le peuple de France tout entier le pense, lui aussi. Et le gouvernement, dans son action quotidienne, dans son inébranlable volonté, se montrera digne de la foi qui anime tous les fils de notre patrie. Durant cette période, la Royal Air Force, c'est-à-dire l'armée de l'air anglaise, est installée à Reims. Peu de combats ont lieu en France. Les premiers bombardements sur la base de Reims ont lieu le 10 mai, soit 8 mois après le début de la guerre. Durant tout le mois de mai, des bombardements à répétition ont lieu sur Reims. Le 15 mai, l'ordre est donné de commencer à évacuer la base de Reims. En effet, les Allemands sont à Montcornet, à seulement 50 km de Reims. L'évacuation se déroule donc du 15 mai au 7 juin. Quand l'armée allemande arrive, le 10 juin, la base est pratiquement vide et détruite à 75%. Le 22 juin, l'armistice est signé en forêt de Compiègne. La France est coupée en 2 parties, la zone occupée et la zone libre. La base de Reims est donc réquisitionnée par la Luftwaffe, l'armée de l'air allemande. Toutefois, au début, cette base ne sert que de terrain de passage pour les avions allemands. Toutefois, une école de pilotage s'y installe. Il faut attendre quelque temps pour que cette école grossisse, si bien qu'en 1944, elle mettra en œuvre un grand nombre d'appareils différents pour la formation des pilotes. À cette période est également installée à Reims une escadre de bombardiers. Mais un peu avant, en 1943, les Alliés s'intéressent de plus en plus au site de Reims. Des reconnaissances aériennes auront lieu. Si bien que le 26 septembre 1943, les Alliés réalisent le premier raid sur la base de Reims. Par la suite, les raids s'y multiplieront. Le 6 juin 1944, le débarquement en Normandie a lieu. L'armée allemande perd la bataille de Normandie et les Alliés commencent leur progression vers l'Allemagne. Cette avancée a pour conséquence l'évacuation de la base de Reims du 22 au 30 août. Le 30 août, au matin, une colonne de blindés de l'armée américaine avance sur Reims. En fin de matinée, la ville est reprise par l'armée américaine, ainsi que la base. Le 3 septembre, la base est confiée donc à l'armée américaine. Les Américains commencent les travaux de rénovation du site, si bien que le 9 septembre, les premiers avions américains arrivent. Ce sont des C-47 Dakota. Le 21 septembre, ce sont des P-47 Thunderbolt qui arrivent à Reims. La base de Reims sert toutefois principalement de dépôt tactique. Un an après l'arrivée des Thunderbolt, il est temps pour eux de repartir. L'escadron retourne aux États-Unis. Pour la construction des bâtiments, l'armée américaine utilisera des prisonniers de guerre. Jusqu'à 1931 prisonniers y travailleront. Le 6 mai 1945, le général Oberst Alfred Jodl arrive à Reims par avion. C'est lui qui, avec le reste de la délégation allemande, signera la reddition. Le 7 mai. À Reims, au quartier général de Dwight Eisenhower. Le bâtiment où fut signée la reddition est de nos jours le lycée Franklin Roosevelt. En 1946, la base de Reims prend la dénomination de base Gardiner numéro 112. C'est durant cette période que l'armée française revient sur le site. Les premiers avions français qui reviendront seront des P-47 Thunderbolt du groupe de chasse 1-5 Champagne. Le 28 décembre, l'armée américaine quitte définitivement Reims. En 1947, la base est donc peu utilisée par l'armée de l'air. Elle ne sert que de base d'escale. La base 112 est classée le 1er février 1947, piste de dégagement des terrains d'Orly et du Bourget. Et le 12 février, elle est classée aérodrome public ouvert à la circulation aérienne sans restriction. Cela veut dire que tout type d'avion qui le veut peut s'y poser.
Fin 1947 est prise la décision que l'armée de l'air se réinstalle sur la base 112. L'objectif est que la base soit totalement opérationnelle en 1948. Une piste de 2000 mètres est à l'étude. En attendant la construction d'une piste en dur, une piste provisoire est construite. Elle est longue de 1525 mètres et large de 30,50 mètres. L'histoire de l'aéronautique rémoise ne se résume pas à l'histoire de la base 112 et de la plaine de Bethny. En effet, le 1er janvier 1950, la société Max Holst s'installe à Reims. Cette entreprise est spécialisée dans la construction d'avions. Elle fut créée par Max Holst, un ingénieur en aéronautique. Cette entreprise commence dans un premier temps la production de l'avion Max Holst MH-52. Cet avion sera construit à 13 exemplaires seulement, mais il participera à rendre célèbre son constructeur de par les nouvelles technologies qu'il mettait en œuvre. La base 112, elle, continue son développement, avec donc notamment l'installation de sa piste. Pour autant, l'activité aérienne reste épisodique. Mais le 7 mai 1950, un passage de 4 de Havilland 100 Vampire et de 4 P-47 Thunderbolt et d'un Nord 1000 a lieu. Ces avions ouvrent le défilé qui a lieu pour commémorer le 5e anniversaire de l'armistice signé à Reims même. Au mois d'août de cette même année est affectée à Reims la 3e escadre de chasse. C'est l'escadron Navarre, membre de la 3e escadre, qui recevra les premiers avions à réaction présents à Reims. Il s'agit de 2 Havilland 100 Vampire. En 1951, arrivent les tout premiers République F-84 Thunderjet version E. L'arrivée de ces nouveaux avions met fin au vol du Vampire à Reims. Les derniers partiront le 18 mai. Les escadrons se préparent à leur transformation sur Thunderjet. Le jeudi 17 mai 1951 a lieu donc l'inauguration officielle du F-84 à Reims, en présence des officiers de la base, du chef d'état-major de l'armée de l'air, le général Vernoux. Était également présent le secrétaire d'État aux forces armées Air, André Maroselli. Mais surtout, l'inauguration est marquée par la présence du général Dwight Eisenhower, qui est le commandant suprême des forces alliées en Europe. Le 10 novembre, le secrétaire d'État à l'air visite la base. À cette occasion, il dira « Il suffit de visiter votre base, hier en ruine, aujourd'hui reconstruite, et qui sera demain la première de France, pour se faire une idée de la renaissance de l'armée de l'air. » Mais l'arrivée de nouveaux avions impose de nouvelles infrastructures. En effet, en 1952, l'amélioration du magasin où sont stockées les pièces du F-84 doit être refait. En effet, un nouvel avion impose de nouvelles infrastructures. Par la suite, la base devient complètement opérationnelle pour le F-84. En 1952, un autre événement aéronautique a lieu à Reims, mais du côté de la société Max Holst. En effet, le 17 novembre a lieu le tout premier vol de son nouvel avion, le Max Holst MH-1521 Broussard. Cet avion de liaison et d'observation rencontre un très grand succès, aussi bien militaire que civil. Ce succès se caractérisera par une production de 396 avions. C'est un avion qui se vendra très bien à l'étranger, car il est robuste et qu'il peut se poser sur des pistes sommaires. Des pays comme le Maroc, le Sénégal, le Bénin, le Portugal l'utiliseront. Autre marque de son succès, sa longévité d'utilisation. En effet, les derniers broussards français voleront en 1993. Ce sont des broussards de l'aviation légère de l'armée de terre. De nos jours, entre 130 et 150 exemplaires ont été préservés, un peu partout dans le monde, que ce soit dans des musées, par des particuliers ou dans des bases militaires françaises et africaines. Le musée de l'aéronautique de Bethny dispose d'un broussard, qui est exposé dans ses murs. Le 14 février, à l'initiative du colonel Jean Accard, commandant de la base 112 et ancien as français de la Seconde Guerre mondiale, prend la décision de trouver un parrain pour la base. Il s'agit du commandant Edmond Marin-Lamelée, ancien as français le plus titré de la campagne de France, avec 16 victoires confirmées et 4 probables. Il est décédé en mission
le 4 février 1945. L'écrivain Roland Dorgelès dira de lui qu'il s'agit du Guimer de la guerre 39-45. Tout le monde connaît la Patrouille de France, célèbre patrouille acrobatique de l'armée de l'air. La Patrouille de France existe depuis 1953. Son histoire est intimement liée à l'histoire de la 3e escadre de chasse stationnée à Reims. Son histoire, donc, commence le 17 mai 1953 au meeting d'Alger-Maison-Blanche, l'aéroport d'Alger. En effet, à cette occasion est présent 4 F-84 de la 3e escadre de chasse stationnée sur la base 112 de Reims. Cette patrouille est commandée par le commandant Pierre de Lachenal. Le présentateur du meeting, le journaliste et pilote Jacques Nottinger, impressionné par la performance de ses avions et de ses pilotes, baptise la patrouille « Patrouille de France ». L'état-major de l'armée de l'air entérine cette appellation le 14 septembre 1953. Par la suite, la Patrouille de France enchaîne les succès, et de nos jours, elle est l'une des patrouilles acrobatiques les plus connues. Toutes les bases aériennes françaises ont un insigne. En juin 1953, un insigne est choisi pour la base de Reims. On y voit un F-84, avion emblématique de ce lieu, survolant la cathédrale Notre-Dame de Reims, autre emblème de la ville. 3 ans plus tard, la base de Reims voit arriver ses nouveaux avions. Il s'agit de la toute dernière version du F-84, le F-84F. À cette occasion, une grande cérémonie a lieu pour présenter ce nouvel avion qui doit être la vitrine de l'armée de l'air. En 1956, la base de Reims redevient une piste de dégagement des aéroports de Paris. Elle avait déjà eu cette fonction suite à la Seconde Guerre mondiale au début des années 50. La première compagnie civile à utiliser la piste de Reims fut Air France. En effet, il utilise pour la formation des pilotes des Lockheed Super Constellation. Puis, par la suite, ce sont des Caravelle qui viendront à Reims. Un an plus tard, un aérogare civil est construit à Reims. Le journaliste Jean Romeyer écrira « L'aérogare de Reims, Champagne, sur la plaine historique de Bethny ». Cette phrase fait clairement référence aux grandes semaines d'aviation de la Champagne de 1909 et 1910, ainsi qu'au concours militaire de 1911. En 1958, les premiers avions supersoniques arrivent à Reims, ce sont des F-100 Super Sabre. Le 13 septembre 1959, une journée porte ouverte est organisée sur la base 112. Cette manifestation est un réel succès. En effet, le nombre de visiteurs est estimé à 30 000. En 1960, est installée une barrière d'arrêt à chaque extrémité de la piste. Cette installation se révélera utile quand un vautour de l'escadron 330 Lorraine y finira sa course. En effet, la base évolue, avec l'arrivée notamment de ces nouveaux avions, les vautours, en 1961. L'un d'eux, comme je le disais précédemment, finira sa course dans la barrière d'arrêt. Le vautour est un avion multirôle, conçu par la Société nationale des constructions aéronautiques du Sud-Ouest. Cet avion sera également utilisé par l'armée de l'air israélienne, qui l'utilisera principalement pendant la guerre des 6 jours. Reims n'est pas qu'une base de chasse. En effet, en 1961, une escadre de transport arrive. Ils sont équipés de Nord Atlas, avion qui restera à Reims jusqu'en 1978, date à laquelle les dernières escadres de transport quitteront la base 112. Les principaux changements ont lieu en 1962. La guerre d'Algérie vient de se terminer et les unités reviennent en France. On verra durant cette période à Reims des Douglas Invader ou encore des Gloster Meteor. Les Gloster Meteor serviront à l'instruction pour la chasse tout temps. En effet, la base 112 est une base principalement utilisée par la chasse tout temps. La chasse tout temps a pour vocation à utiliser des chasseurs capables de voler la journée, la nuit ou qu'importe la météo. Cette même année est marquée par la réconciliation franco-allemande.
Charles de Gaulle, président de la République française, et Konrad Adenauer, chancelier de l'Allemagne de l'Ouest, se rencontrent à la cathédrale de Reims. Ces deux personnes sont des promoteurs de la réconciliation franco-allemande. N'oublions pas que c'est à Reims que l'armistice fut signé. Cette même année, la société Max Ost devient Reims Aviation. La société américaine Cessna rentrera même dans son capital, dans l'objectif de construire des Cessna en France. Le premier Cessna qu'ils fabriqueront sera le F-172P. Par la suite, ils construiront 11 autres types de ces avions. En 1964 est décidé de faire un journal mensuel, qui se nommera Air de Champagne. Cette gazette a pour vocation de parler des activités se déroulant sur la base de Reims. D'autres bases, avant, s'étaient déjà équipées d'un journal. Mais les premiers changements majeurs auront lieu 2 ans plus tard, en 1966. La base de Reims accueille un nouvel escadron. Il s'agit du Normandie-Niemen. Il restera près de 30 ans sur la base de Reims. Cet escadron est l'un des plus célèbres en France. Tout a commencé en 1942, quand les pilotes français vont combattre sur le front de l'Est auprès des pilotes soviétiques. Cet escadron remportera un bon nombre de combats, mais toutefois au prix de lourdes pertes. À leur retour en France, les pilotes du Normandie sont traités en héros. De nos jours, cet escadron existe toujours. Il est équipé de Rafale et est stationné sur la base de Mont-de-Marsan. Cet escadron tissera des liens importants avec ses homologues soviétiques puis russes. Des échanges auront lieu à de nombreuses reprises. Nous y reviendrons plus tard. Mais les infrastructures de la base sont vieillissantes, si bien que la piste doit être faite à neuf en 1968. En effet, l'usage des avions à réaction abîme bien plus rapidement la piste. Par conséquent, les avions sont stationnés en attendant sur le site de Vatry. Les installations de Vatry sont en fait une ancienne base de dispersion de l'US Air Force en Europe, construite donc dans le cadre du programme de l'OTAN. Ce site a été mis à disposition de la base 112 comme piste de dispersion pour les entraînements ou pour la réfection de la piste. Celui est de nos jours l'aéroport de Paris-Vatry. Suite à l'arrivée du Normandie-Niemen à Reims, des échanges ont lieu avec l'Union soviétique. Ces premiers échanges ont lieu en 1968, quand des représentants de l'escadron Normandie vont en URSS. En 1970, ce sont des soviétiques qui viennent à Reims. Ils profitent d'une piste refaite à neuf et de nouvelles infrastructures. La base de Reims est une vitrine de l'armée. Mais le premier échange d'envergure a lieu 1 an plus tard, en 1971, quand des MiG-21 se posent à Reims. Parmi la délégation russe, il y a le maréchal Pavel Stepanovitch Koutchakov, commandant des forces aériennes soviétiques. Lié à cet événement, pour la première fois des MiG-21 se posent sur une base du monde occidental. Fait incroyable pour l'époque où deux blocs s'affrontaient idéologiquement. En 1972, la base de Reims est choisie pour accueillir le tout nouvel avion de l'armée de l'air, le Mirage F1. Des essais sont donc réalisés cette même année, quand un Mirage F1 du centre d'essai en vol de Brétigny-sur-Orge se pose à Reims. En décembre 1973, le premier Mirage F1 se pose à Reims. Aucune cérémonie n'est alors programmée et son arrivée se fait tout simplement. Toutefois, le Mirage F1 sera présenté le 31 janvier 1974 en présence du ministre des Armées, Robert Galet. Le Mirage F1 est le tout nouvel avion du constructeur aéronautique Dassault. C'est un avion multirôle qui, contrairement aux avions précédents de Dassault, se caractérise par une aile en flèche et non une aile delta comme l'avait le Mirage 3.
Le journal de la base, Air de Champagne, à l'occasion de l'arrivée du nouvel avion, fera un article élogieux. Le F1, nouveau gardien du ciel de France. Cet avion marquera l'histoire de la base 112. Arrivé en 1974, il ne la quittera qu'à sa fermeture en 2011, soit 37 ans d'activité à Reims. Le Mirage F1 restera dans l'armée de l'air française jusqu'en 2014. Pour autant, à cette date, il est toujours utilisé par certaines armées, comme l'armée de l'air marocaine. De plus, les anciens Mirage F1 français ont été revendus à une société privée américaine pour les remettre en état de vol dans l'objectif de former les pilotes américains au combat aérien. Cet avion n'a donc pas fini sa carrière qui a pourtant commencé il y a plus de 40 ans. Toutefois, l'arrivée du F1 à Reims marque la fin du Vautour, autre avion emblématique. C'est à Reims que les pilotes sont formés au pilotage du Mirage F1. Par conséquent, des Sud-Africains ou encore des Espagnols viennent à Reims pour la formation au pilotage. En effet, ces deux pays font partie des 13 pays qui utiliseront le Mirage F1. Plusieurs délégations de pays étrangers viendront à Reims, tout cela dans l'objectif de présenter le nouvel avion de l'armée de l'air. Le 27 octobre 1977 est fêtée la 50 millième heure de vol effectuée par les Mirage F1C. En 1956, Reims avait été choisi pour être une piste de secours des aéroports de Paris. Par conséquent, la piste de Reims peut être amenée à accueillir un tout nouvel avion, le Concorde. C'est un avion civil supersonique franco-britannique. Le 13 décembre 1977, un Concorde d'Air France vient effectuer 6 touch and go à Reims pour familiariser les équipages avec le terrain de Reims. En 1978, les derniers avions de transport stationnés à Reims quittent la base. La base 112 devient une base uniquement de chasse. Dans le cadre des échanges entre les escadrons soviétiques et l'escadron Normandie-Niemen, des échanges ont encore lieu en 1978. À cette occasion, des MiG-23 se posent à Reims. En 1983, le terrain de Montémédy-Marville, une ancienne base de l'OTAN des forces canadiennes en Europe, est utilisé par les avions de Reims dans l'objectif d'entraînement. Cette base, quittée par les forces canadiennes en 1966, dans le cadre des retraits de la France de l'OTAN. Par conséquent, la base fut mise sous tutelle au profit de la base 112, tout comme la base de Marigny qui appartenait à l'Air Force, ou encore celle de Vouziers-Séchault. Et rattaché également à Reims le champ de tir air-sol de Sissonne et de Suippes. La base de Reims continue ses activités avec des entraînements majeurs, notamment en 1986. Mais un drame endeuille la base 112. Le 20 mai 1986, 3 Mirage F1C s'écrasent dans le massif du Pilat, dans le massif central. Les 3 pilotes meurent dans l'accident. En juin 1990, une délégation russe vient à Reims. Ces MiG-29 se posent à Reims. Ils appartiennent à la patrouille de la gare de Kubinka. Le dimanche 2 juin 1991, un grand meeting est organisé à Reims. De nombreux aéronefs sont présents et de différents pays. Beaucoup de ces aéronefs proviennent de la guerre du Golfe, qui s'est terminée en février de cette même année. Cela permet d'avoir une grande diversité d'appareils à Reims. Le 16 septembre 1992 est organisé à Reims le 50e anniversaire de l'escadron Normandie-Niemen. Pour cette occasion, la patrouille acrobatique, les chevaliers russes, viennent à Reims. Les chevaliers russes à cette époque sont équipés de Sukhoi 27. En 1994, l'escadron Normandie-Niemen quitta la base de Reims après 27 ans sur celle-ci, pour regagner celle de Colmar. Mais le départ de cet escadron engendre l'arrivée de deux nouveaux escadrons. Il s'agit de l'escadron 133 Belfort et du 233 Savoie. Ils appartiennent à la 33e escadre de reconnaissance. Ils sont en provenance de la base de Strasbourg. Ces deux escadrons sont équipés de Mirage F1CR. Cette version du Mirage F1 a vocation à réaliser des missions de reconnaissance aérienne. À cette date, la base de Reims devient avant tout une base de reconnaissance. Le 20 juin 2002 est inauguré le musée de la BA 112.
Il se situe à l'entrée de la base. Après la fermeture de celle-ci en 2011, le musée déménage dans les locaux de l'ancienne école de Bethany et réouvre en 2012. De nos jours, il est visitable sur réservation. Le 7 juin 2007, le monument aux morts de la 12e escadre de bombardiers se situant sur la base est rénové. Il change de nom et deviendra le monument aux morts en l'honneur de tous les morts de la BA 112. En 2007, l'aérogare est fermé. La dernière compagnie qui opérait des vols depuis Reims, Air Turquoise, déménage sur l'aéroport de Vatry. Mais tout bascule le 24 juillet 2008 quand François Fillon, Premier ministre, annonce la fermeture de plusieurs bases aériennes, comme celle de Cambrai, de Metz ou encore de Colmar. La fermeture de la base 112 est prévue pour 2011. En 2009 a lieu le meeting du centenaire de la première grande semaine d'aviation de la Champagne. Ce meeting est impressionnant par la diversité d'appareils. Un an plus tard, en 2010, l'escadron 133 Belfort est dissous sur la base de Reims. Ces avions seront utilisés par l'escadron 233 Savoie. Celui-ci quitte la base de Reims pour celle de Mont-de-Marsan après la dissolution de la base 112 le 30 juin 2011. Le tout dernier Mirage F1 décolle le 20 juillet 2011 et les derniers militaires quittent la base en juin 2012. De nos jours, la base sert de site d'expérimentation agricole. Certains bâtiments de la zone sud sont utilisés comme studio de tournage pour des films. La seule activité aérienne qui subsiste à Reims sont celles de l'aérodrome de Prunay. La société Reims Aviation a cessé ses activités en 2003. Elle s'est scindée en deux groupes qui sont Novae Aerospace Industrie et ASI Aviation. La production du F406, le dernier avion conçu à Reims, a cessé. Pour autant, certaines pièces d'avion sont encore construites à Reims. Je voudrais avant tout remercier le musée de l'aéronautique locale de Bethany, sans lequel je n'aurais pas pu réaliser ce documentaire. Ils m'ont fourni un bon nombre d'informations ainsi que de la documentation. Merci à eux. Le trim testé, réglé. La phare sortie. Le radar sur TL. VF testé. L'arrière fermé verrouillé, le boudin gonflé, la clim sur marche. 18h, alignez-vous, attendez un appareil civil au décollage face au Brutal Alpha. Dans sa ligne en attente. J'ai ralenti. Tige Victor, autorisé décollage. Vent 010, 69, barrière auto. Dans décollage. Top. Rotation. Et le train. Top. Et cadence.
je suis la bête. Je suis la bête. La bête. Qui est la bête? Elle a pu recouper, top. Qu'est-ce qu'on pense quand t'aimes ça? Ce n'est pas bien que je suis là. Et l'enregistrement de Internet. Bon, ben, 90. pas de question, non c'est bon, c'est le moment de Et les gauchers, moi je suis la bête. je stabilise. Qui est la bête? Le leader, top. Vas-y. La vingtaine droite. On s'avance. Et je vais gaucher et je cadre. Prends tes clics, prends tes claques, mets les bêtises dans ton sac. Je peux danser avec tout le monde, même avec toi. Madame Colonne. C'est le café de mes soucis, ça te chante? Eh bien oui. C'est dans ma deux, c'est mon sur la tête, t'es la Non, on s'approche en appareil Colonne. Je suis la bête. Qui est la bête? Et 400 pieds, 3 de cadence. Et puis, 7-5. On est sur un 12 par encore.